le souhaitez. Comme vous le voyez sur le titre, ce n'est pas tout à fait le titre que j'avais annoncé. Ça arrive assez souvent, vous en avez l'habitude, je pense, dans les exposés, tout bêtement parce que si je m'en étais tenu au titre que j'avais initialement, je pense que nous aurions ensemble passé l'heure du thé, que nous serions arrivés à peu près au dîner lorsque j'aurais pu terminer pour couvrir une période aussi large. Donc j'ai préféré restreindre un petit peu et je vais vous rappeler rapidement en introduction deux, trois éléments. Le premier, c'est qu'il y a un usage courant, banal, bien répertorié de fonctions. C'est un élément, je l'avais mis dans le résumé, qui fonctionne avec deux autres. On oppose dans les mots, puisque la conception, dans ce cas-là, est centrée sur le mot. D'une part, la nature du mot, et lorsqu'il mais aussi des verbes et des adjectifs, on va faire référence, enfin on va en appeler à la référence. Deuxièmement, à côté de la nature des mots, la forme des mots, et on va recourir à de la morphologie, à du paradigme, c'est-à-dire à des éléments qui sont dans la langue mais qui ne sont pas actualisés au moment où on parle. Et puis troisièmement, une fonction, le terme de fonction, qui lui est plutôt d'ordre syntagmatique et qui réfère à la réalisation, à la parole, à la performance. Je passe très rapidement sur ces éléments, juste signaler qu'on voit que très vite, dans la tradition grammaticale, ils se dédoublent, puisque dans la nature des mots, donc nom, adjectif, etc., on va distinguer entre ceux dont la référence serait externe au langage, les noms en particulier, et ceux dont la référence serait plutôt interne au langage, et en particulier les pronoms, mais aussi parce qu'ils sont liés à l'expression, les déterminants, les prépositions, etc. En termes de morphologie, donc, de langue, d'axe paradigmatique, on va opposer tout de suite les mots variables et les mots invariables, donc des mots qui n'ont pas toutes les propriétés que peut avoir un mot. Et enfin, en termes de fonction, on va se poser la question de la linéarité et en particulier de ce que l'on appelle, nous, dans notre métier, les combinaisons SOV. Est-ce qu'il y a un ordre privilégié? Comment fonctionne-t-il, etc. Je passe très vite sur tous ces éléments, ils sont vraiment une introduction très courte, avec quand même un problème qui s'est posé depuis le début, ce que j'ai appelé l'envers du décor, à savoir que la nature des mots, la classification, nom, verbe, adjectif, déterminant, etc., se pose dans la question des langues qu'on appelle agglutinantes ou polysynthétiques, peu importe, que la question de la forme va se poser, de la morphologie pour les langues isolantes, ça a été la question du chinois en particulier dans l'histoire de la linguistique, et puis la question de la fonction va se poser sur la différence entre les langues analytiques et les langues synthétiques. Là encore, juste pour aller très vite et faire comprendre de quoi je veux parler, est-ce que ce n'est pas au fond la même chose en français de dire ce n'est pas possible, analytique, avec la négation autonome, ou de dire c'est impossible? Oui, il y a sûrement des nuances de sens, ce n'est pas le point qui m'importe ici, mais c'est juste pour dire que les lignes de partage n'ont peut-être pas été le croire. Et il y a, je pense là, quelque chose qui est le prix que nous aurons eu à payer de nous introduire dans le modèle, à reprendre la suite du modèle gréco-latin, c'est-à-dire une analyse qui a été faite à partir de langues où le lexique arrive à peu près à se catégoriser de façon autonome, où les flexions, voire l'apophonie, sont importantes et qui n'ont un recours que secondaire à la logique, enfin la logique, au système prosodique des tons au sens phonologique du terme, puisque oui, il en existe quelques traces dans les langues indo-européennes, mais ce sont des traces extrêmement marginales par rapport à l'ensemble des systèmes des langues indo-européennes. Rappelez simplement que ce terme de fonction, quand on en parle entre nous linguistes, le premier élément qui nous vient en tête, et ça me paraît normal, en tout cas dans la tradition française, voire européenne,
c'est cette idée d'une relation de type syntaxique. Pour reprendre les choses au départ, je vais vous proposer un parcours qui va en gros faire toute la première moitié du XXe siècle, revenir au point de départ du structuralisme à Saussure. J'ai mis 1916 parce que c'est la date de publication du cours de linguistique générale, mais ce n'est pas la version que j'ai utilisée. Vous savez qu'il s'agit d'un travail de Saussure d'élaboration d'une théorie qui s'est faite très progressivement, en gros dès la fin du XIXe siècle de son côté. J'ai choisi ensuite de prendre trois auteurs qui me paraissent emblématiques, Ogden et Richards, parce que c'est la tension de la linguistique vers une appréciation logique essentiellement, je dis bien essentiellement, l'interprétation de Bühler, dont le livre paraît en 1934 et qui va être au contraire, qui va chercher un adossement à la psychologie. Et puis, dans la partie de la linguistique pure et dure, référence à Trubetskoy, dont en 1939 paraissent les Grundzüge der Phonologie, les éléments de phonologie. Et puis, j'ai mentionné quelques noms que je ne pourrai évoquer qu'en conclusion. Donc, voilà pour le plan que nous allons suivre. Il est très logique et chronologique. Chronologique, je n'y reviens pas, j'ai mis à chaque fois les dates. Et logique aussi parce qu'il représente pour moi les orientations à partir d'un premier essai de linguistique structurale, celui de Saussure. Il représente la façon dont la linguistique va être amenée à raisonner, soit d'une formalisation du langage du côté de la logique, soit du côté d'une perception des locuteurs, la psychologie, voire la sociologie, et puis entre les deux, cet effort que fait Trubetskoy en particulier, mais pas que lui, pour tirer, pour ramener les choses vers une notion d'interne à la langue elle-même, donc le travail qui a été proposé en particulier en phonologie, ce n'est pas un hasard, par Trubetskoy. Saussure. Après tout, on peut commencer en se posant la question, est-ce que Saussure parle de fonction? Voilà, c'est très simple. Alors, si on additionne tous les textes qu'a publiés Saussure de son vivant, uniquement cela, plus les versions des notes d'étudiants du cours de linguistique générale. Donc, les références que je vais prendre ne sont pas prises dans le cours de linguistique générale, publié par Bailly et Séché en 1916, mais ils sont pris dans les 3 volumes qui ont été publiés depuis, des notes de cours des étudiants, pour être au plus près de la pensée de Saussure. Donc, on constate que ça fait à peu près 1700 pages, hein, pour donner un ordre de grandeur, tout ça, et que sur ces 1700 pages, il y a 40 occurrences de fonctions. Donc déjà, on se dit, tiens, c'est curieux, il n'y en a pas beaucoup. C'est pire que ça, si maintenant je me réfère aux dates des textes, je vais aller assez rapidement là-dessus. Vous voyez, je rappelle que Saussure est né en 1857, il passe sa thèse à 24 ans, donc comme on le voit, nous qui passons notre temps à pleurnicher sur le fait que les étudiants n'arrivent pas à boucler leur thèse en 3 ans, lui, il avait un petit peu d'avance. Saussure va entre 77 et 81, donc en 4 ans, utiliser le terme 22 fois, c'est-à-dire que sur 40 occurrences, elles sont quasiment toutes au tout début de sa carrière. Il a un emploi tout à fait classique du terme de fonction. Je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet de cet exposé. Et en revanche, le terme va disparaître jusqu'à ce que Saussure soit amené à prononcer ces 3 cours de linguistique générale. J'ai juste mis une des 2 dates à chaque fois. 1907, comme vous le voyez, il y a 27 occurrences, mais en réalité, 16 d'entre elles concernent la partie phonétique du cours, où on va parler de la fonction des cordes vocales ou de la fonction du palais. Ce sont des emplois qui ne sont pas ceux qui nous intéressent, on est quasiment là dans l'ordre de l'homonymie. Ce qui nous intéresse, ce sont les fonctions. 11 emplois que je ne vais pas détailler. Vous voyez que 2 ans après, deuxième cours de linguistique générale, il n'y a plus que 6 emplois, et le troisième cours de linguistique générale, il n'y a plus qu'un seul emploi du mot fonction.
Donc c'est un terme que Saussure évacue petit à petit d'une conception structurale de la linguistique, du moins si on le prend à sa valeur faciale. Le seul emploi qui reste dans le cours de linguistique générale, c'est pour montrer que l'opposition de la langue et de la parole se fait à travers une fonction de communication, pour le dire rapidement. Les 6 emplois, en revanche, que l'on a dans le deuxième cours de linguistique générale, je ne m'occuperai pas de ceux du premier, donc le cours de 1909, sont tout à fait intéressants parce que ce sont des emplois négatifs, c'est-à-dire qu'ils apparaissent à chaque fois que Saussure veut écarter une interprétation de la façon dont on doit analyser les langues. Le premier emploi, il explique que la langue a une fonction sociale. C'est un terme polémique en son temps, puisque par là, il s'oppose à toutes les écoles qui, d'ailleurs, à l'époque, sont en pleine déliquescence, issues du travail de Schleicher, qui considérait que la langue était un produit naturel, exactement comme les êtres vivants, qu'on pouvait l'étudier comme des organismes avec des éléments fossiles comme enfin bref, une métaphore darwinienne de la langue pure, que l'on connaît bien chez Schleicher, et à cela Saussure oppose le fait que la langue a une fonction sociale, et donc il élimine l'hypothèse d'une langue naturelle. Le deuxième terme de fonction va lui servir à distinguer la langue et la parole, cette fonction de communication, en disant qu'il ne s'intéresse pas à cette partie-là de la langue, et il va éliminer ce qui était une demande forte en son temps, qui était de faire de la linguistique un embranchement de la psychologie. Parmi les personnes les plus actives dans cette proposition, un des 2 éditeurs du cours de linguistique générale, Charles-Albert Séché, qui avait en 1907 écrit un ouvrage dans lequel il proposait de faire de la linguistique un embranchement de la psychologie. Donc c'est une manière pour Saussure de se démarquer de cette option-là. Troisième élément que nous connaissons, alors là de façon beaucoup plus classique, l'opposition du fait que la langue est une forme, et là Saussure fait une équivalence en disant la fonction c'est la forme. Et il va éliminer de ce fait par cette... il utilise à 2 reprises cette équivalence forme égale fonction, il va éliminer tout ce qui est d'ordre phonétique et non pas phonologique. Cinquième emploi, de fait, puisqu'il y en avait 2 juste avant, il va ensuite montrer qu'au fond, la syntaxe n'est jamais qu'une extension de la morphologie. On a pu noter, c'est assez facile en lisant le cours de linguistique générale, qu'il est très peu fait référence à la syntaxe, tout simplement parce que pour Saussure, c'était une amplification de la morphologie. Donc la fonction syntaxique des termes va être ramenée à une dimension de facto morphologique. Et enfin, le dernier élément, c'est que quand on traite de fonctions, c'est-à-dire, je rappelle, de forme, hein, c'est ce que vous avez juste au-dessus, il n'est pas nécessaire de faire entrer en jeu le sens. On sait que chez Saussure, il n'y a ni syntaxe ni sémantique, et que ce ne sont ni des oublis ni des défaillances, c'est une vision, une conception qu'il a de la linguistique. Donc voilà ces emplois de fonctions chez Saussure. Vous voyez qu'ils sont quand même très, très particuliers, très curieux. Le constat, c'est qu'au fond, plus on s'approche, plus on affine chez Saussure une conception structurelle de la langue, et plus on va éliminer ce terme de fonction qui n'apparaît de manière massive que soit sur le début de Saussure dans sa carrière, c'est-à-dire l'aspect diachronique, soit dans la partie phonétique, mais ce sont des emplois que je n'ai pas regardés, ils ne nous serviraient de rien pour cet exposé. Donc ce terme va être progressivement, va permettre d'écarter, comme je vous l'ai dit, les conceptions naturalistes, psychologiques, substantialistes, syntaxiques, sémantiques, et à tel point même qu'au bout du compte, on doit se poser la question, qu'est-ce qui va remplacer finalement, là où on attendrait fonction, puisque quand même nous on l'attend quelque part, quel est le terme qui va apparaître? Et la réponse, c'est que Saussure, dans ces cas-là, va utiliser un autre terme, qui est le terme de valeur. Valeur, c'est-à-dire pour lui cette idée que les relations priment les unités.
ce qui n'est pas forcément le cas dans fonction. Dans fonction, on a en gros l'idée qu'on avait, je prends le sens le plus ordinaire, deux mots qui entretiennent une certaine fonction, mais les mots sont au préalable, alors que dans la notion de valeur, c'est l'inverse, c'est la relation qui vient d'abord et les mots, par exemple, n'apparaîtraient qu'après. Si on s'accorde sur cette interprétation, alors on peut penser qu'à chaque fois qu'on va voir réapparaître le terme fonction, de s'écarter d'une conception structurelle. En gros, plus il y aurait fonction et moins ce serait la conception d'une linguistique interne. C'est ce que j'entends par linguistique structurelle. On va prendre les trois textes dont je vous ai annoncé, enfin, je partirai à chaque fois de ces trois textes. Celui d'abord de Ogden et Richards, je rappelle qu'ensuite nous verrons Bühler et ensuite nous verrons Trubetskoy. Ogden et Richards, un texte qui est extrêmement important dans l'histoire de la linguistique, The Meaning of Meaning, a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. Comme vous le voyez tout de suite, il ne s'agit pas d'un traité de linguistique, mais bien d'un traité de sémantique qui a une très grande importance outre-Manche et aux États-Unis, mais très peu en France. Le texte n'a jamais été traduit. Et comme vous le voyez aussi, il ne s'agit pas d'une étude de linguistique interne, c'est marqué très clairement, c'est une étude de l'influence de la langue sur la pensée et le symbolisme. Mais néanmoins, c'est un texte important, d'abord, il est en sémantique, et surtout, il va avoir des usages de fonctions qui sont très marqués dans la tradition linguistique qui suivra. Donc, vous avez là M. Ogden et M. Richards. Le projet de ces deux auteurs, c'est de réussir, s'ils le peuvent, une synthèse entre la logique. Ogden est un logicien, c'est le traducteur de Wittgenstein en Angleterre, du Tractatus, c'est le créateur, il est surtout connu comme, de tout le monde comme étant le créateur du Basic English, l'anglais fondamental. Donc c'est un logicien avant tout et qui se revendique d'une philosophie qu'il titule lui-même non métaphysique. Mais là-dessus, Béatrice en dirait beaucoup mieux que moi et beaucoup plus. C'est par ailleurs quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la psychologie, mais dans un courant anti-psychanalyse. C'est quelqu'un, bien sûr, qui a affaire à la grammaire, à l'anthropologie. Dans les suppléments à la fin de Meaning of Meaning, il y a une annexe de Bronisław Malinowski, le grand anthropologue d'origine polonaise et de langue anglaise de la première moitié du XXe siècle, et aussi un intérêt très, très, très fort pour l'esthétique et la théorie de la littérature. En cela, on reste assez proche d'une grande tradition logique, où en gros, quand on a de la langue, ce qui n'appartiendrait pas à la partie cognitive devrait relever d'une sorte, c'est pour enjoliver, voilà, ça serait de cet ordre-là. Ceci est dit de façon beaucoup trop sommaire, mais c'est juste pour expliquer que de la part de ces deux logiciens, le côté esthétique, théorie de la littérature est extrêmement important dans l'ouvrage, ce qui aujourd'hui, à ma connaissance, ne se fait plus autant en tout cas. Alors, on va travailler avec quelques citations. Vous voyez tout de suite, dès le départ, dès l'introduction, on est dans la préface, hein, tout à fait au début. L'objectif de Ogden et Richards, c'est de distinguer deux fonctions du langage en deux groupes, la partie symbolique et la partie émotive. Donc on voit qu'ici, il y a ce partage qui est recherché. Et pour Ogden et Richards, la grande difficulté qu'il y a dans les effets du langage sur les locuteurs, c'est qu'on tend sans arrêt à confondre ces deux fonctions. Donc il y aurait une ouverture vers une éthique de la pensée qui consisterait pour le linguiste, pour le grammairien, pour le logicien aussi, à bien séparer ces deux fonctions qui sont sinon la source de beaucoup de confusion. Vous retrouvez là toute la tradition de la philosophie analytique anglaise,
pour laquelle, tant qu'on n'a pas éclairci ce qu'il en était du sens des mots et des phrases et des propositions, eh bien, on ne pouvait pas accéder à des éléments de vérité. Donc, première étape chez Ogden et Richard, je ne vous lis pas la citation, elle n'est pas très compliquée à comprendre, bien distinguer ce qui est symbolique et ce qui est émotif. Je traduis littéralement les termes. Alors cette différence, évidemment, elle se joue au niveau du langage et à cet endroit-là, elle va rencontrer obligatoirement les analyses que nous faisons du langage, que Ogden et Richards synthétisent sous la forme de la grammaire plutôt que de la linguistique. Ils préfèrent utiliser le terme de grammaire. Et ils vont noter que cette confusion qui peut se produire, on pourrait s'attendre à ce que les grammairiens l'élucident de leur côté, et les deux références ici de linguistes que font Ogden et Richards sont d'une part van der Gabelens, un linguiste allemand de la fin du 19e siècle, et Vandriès, qui est cité ici parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage de synthèse qui a eu un succès. Tous les gens de ma génération ont lu comme étant un héritage de l'époque. C'est un ouvrage qui s'appelle « Le langage, introduction linguistique à l'histoire », paru chez Albin Michel en 1923 dans la collection « L'évolution de l'humanité », qui a été un petit peu l'ouvrage de référence pour des générations de linguistes avant que ne s'impose le courant structuraliste dans les études linguistiques. Donc, c'est Vandriès qui va servir de référence et nous avons ici très rapidement l'avis que porte Ogden et Richards sur les travaux des grammairiens. Là, on ne pourra pas échapper à regarder la citation en détail. Il n'est peut-être pas de bonne politique de demander à des grammairiens d'avoir une vue plus large de ce qu'est le langage. Ils ont leurs propres sujets qui les retiennent en termes de difficultés d'élaboration, peu importe, et qui retient leur attention. Il n'en reste pas moins vrai que les linguistes, et M. Vandriès est l'un des plus éminents, sont certes présents, sont nombreux, mais leur étude sur la théorie, une théorie générale du langage fait cruellement défaut. Une traduction approximative, mais suffisante pour nous. Et on voit ici donc ce que disent Ogden et Richards, c'est qu'au fond, dans le travail de synthèse qu'ils proposent, les grammairiens ne peuvent pas leur amener grand-chose. Il y a ici un hommage à Louis Couturat, qui est un grand logicien, spécialiste de Leibniz, qui avait prévu d'écrire cet ouvrage que finalement a écrit Vandriès, l'ouvrage dont je vous parlais, mais Louis Couturat est mort le premier jour de la mobilisation en 1914, écrasé par une voiture qui affichait les ordres de mobilisation. Donc nous n'avons pas pu bénéficier du travail de Couturat, qui est une des personnalités les plus intéressantes, mais dont la carrière s'est interrompue un petit peu inopinément trop tôt. Donc, ce ne sont pas des linguistes comme M. Vandriès, comme les comparatistes, nous disent Ogden et Richards, qui pourront nous apprendre quelque chose. Hélas, nous regrettons Louis Couturat. Peu de références chez ces auteurs aux travaux du structuralisme. Donc, on a vu une première opposition du terme fonction chez Ogden et Richards, fonction symbolique, fonction émotive. À présent, ils vont approfondir la question des différentes fonctions du langage. Donc, la citation est explicite. Les mots, on est toujours sur cette idée des mots, hein, qui est la partie verbocentriste de l'analyse. Il est important de noter que les mots ont d'autres fonctions en plus de la symbolisation, et on va examiner, disent-ils, l'ensemble de ces aspects jusqu'à la notion, vous le voyez, de poésie et d'esthétique littéraire. Donc on avait ces deux grandes fonctions, symbolique, émotive, et on nous annonce, attention,
on va maintenant les subdiviser. Ogden et Richards vont distinguer 5 fonctions du langage. Donc, à chaque fois, j'ai mis les paginations. L'ouvrage est accessible directement sur Internet de façon gratuite si ça vous intéresse d'aller le consulter directement. Donc, ils vont distinguer les 5 fonctions que vous avez là, Symbolization of Reference, Expression of Attitude to Listener, Expression of Attitude to Referent, Promotion of Effects Intended et Support of Reference. Bon, on va le redire de façon peut-être plus synthétique. Voilà les 5 fonctions que proposent Ogden et Richards. La communication, l'attitude du locuteur, la relation au référent, avec entre autres comme exemple l'esthétique, j'insiste, pour eux c'est très important, l'intention lorsque nous parlons et le rapport à la vérité. Donc on va regarder maintenant chacune de ces 5 fonctions pour examiner ce qu'entendent par là nos 2 auteurs. Donc leur opposition est traditionnelle, on le retrouve très souvent entre ce qui est du système, ce que Saussure appelait la langue, et qu'ils appellent la fonction symbolique, et la subjectivité, ce que Saussure appelait la parole, et qu'ils appellent la fonction émotionnelle ou émotive, peu importe. Mais après, ils redistribuent leurs éléments en 5 fonctions, je les ai mises en rouge qu'on les repère facilement. La communication, qui va réunir émission et réception, et avec à chaque fois une interrogation sur les états mentaux auxquels cela peut correspondre, états mentaux cognitifs et affectifs. Et puis, dans un deuxième paquet, la représentation par rapport aux choses, leur fonction référentielle, et par rapport au jugement sur les états, donc la dimension logique des choses. Donc, dans le premier temps, communication, on est dans les états mentaux, la façon dont ça s'implémente dans les têtes. Représentation. Dans la partie représentation, on est dans le fonctionnement logique d'une discipline qui est séparée quelque part, qui a son autonomie par rapport à la façon dont nous pouvons nous en approprier le fonctionnement. Et bien sûr, ce qui est commun à ces 5 éléments, meaning, c'est la signification. Alors, penser la signification et au-delà le langage, c'est une façon de poser la relation du langage avec ce qui lui est extérieur. Donc là, on quitte le terrain propre de la linguistique. Notre objectif en tant que linguiste n'est pas tant de savoir quelle est la pertinence du langage par rapport à ses références. La référence, ça existe, on s'en occupe dans certains égards, mais ce n'est pas notre premier objectif. Et ce qui intéresse avant tout Ogden et Richards, c'est ce rapport entre les mots et les propositions et ceux qui en ont l'usage. Le plus amusant finalement dans l'usage de function, enfin le mot fonction en anglais, enfin il a à peu près des emplois similaires au français, c'est qu'en réalité, je peux me tromper, mais en regardant très attentivement, il n'emploie jamais, Ogden et Richards, le terme fonction au sens où on parle de la fonction du sujet ou de la fonction du complément. Donc ils ont un emploi de fonction qui s'applique à tout, sauf à la grammaire. Oui, c'était pour en terminer là-dessus avec Ogden et Richards. Je n'ai pas décomposé les 5 emplois. On va le faire pour Buller, mais je craignais sinon de déborder. Karl Buller, donc Sprachtheorie, c'est un ouvrage qui n'a été traduit que très tardivement. Vous voyez que la traduction est de 2009 chez Agone à Marseille. Traduction de Didier Samin avec une présentation par Jeannette Friedrich. Karl Buller, vous avez ici, lui, son objectif est de réussir à concilier 5 disciplines, donc un petit peu un projet comme Ogden et Richards, mais vous avez vu que chez Ogden et Richards, lorsqu'il y avait la ligne la grammaire, que j'avais indiquée au départ, on a vu ensuite dans les citations qu'en réalité, il s'agissait d'être compatible avec la grammaire, mais absolument pas d'intervenir sur la grammaire.
le regard que jette Ogden et Richards sur la langue est un regard vraiment. Au contraire, avec Bühler, on est tout à fait dans une autre dimension. Bühler va essayer de concilier la philosophie, en particulier la logique et la philosophie phénoménologique de Husserl, dont il se revendique, avec la psychologie. Un petit mot sur la psychologie. Le grand psychologue officiel à la fin du 19e siècle est un Allemand qui s'appelle Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt a une œuvre tout à fait considérable, mais il y a contre Wundt, au tout début du XXe siècle, une autre école qui va se constituer en Allemagne, des hérétiques évidemment, des dissidents de Wundt, qui vont se regrouper autour d'un psychologue qui s'appelle Kulp et constituer ce qu'on appelle l'école de Würzburg. Et c'est là que Bühler a fait ses études, ses recherches plus exactement. Donc Bühler vient de la phénoménologie husserlienne, marquée par la logique, s'oriente en études vers la psychologie, c'est sa spécialité de départ dans une école très importante dans l'histoire de la psychologie, l'école de Würzburg, et parallèlement, comme Wundt et comme Kulp, il souhaite chercher où est l'interface ou comment se négocier l'interface entre linguistique et psychologie. Et pour cela, il va d'abord s'intéresser à la linguistique historique, la grammaire comparée, à travers les travaux de Karl Brugmann, Hermann Paul, Wackernagel. Et de notre côté, il est un des premiers non-linguistes de formation à s'engager dans la phonologie de façon, on va le voir, très importante, très consistante. Donc voilà quelqu'un qui se propose d'un côté de rassembler philosophie de la Gestalt et psychologie, de l'autre côté grammaire historique et phonologie, il va toujours garder les deux dimensions et d'essayer d'en dégager une synthèse. Cette synthèse, il va la formaliser dans l'ouvrage que je vous ai montré, la couverture juste avant, dans cet ouvrage traduit en français sous le titre Sprachtheorie, et dans lequel il déclare que le langage, c'est un organon qui permet à quelqu'un de transmettre à quelqu'un d'autre quelque chose à propos des choses. Bon, très bien, définition comme une autre. Le terme qui nous retient, c'est celui de organon. Ça n'est pas un terme conventionnel. C'est un terme qu'introduit, enfin, ce n'est pas un terme conventionnel, il a toute une histoire, bien sûr, très, très ancienne. Les philosophes ont reconnu les sources, mais en linguistique, ce n'était pas un terme qu'on utilisait facilement, et d'autant moins facilement qu'il consonne de façon désagréable avec organisme, lequel a été, j'en ai parlé à propos de Saussure, écarté à la fin du 19e siècle, lorsque la linguistique darwinienne de Schleicher a été écartée au profit d'une grammaire historique. Qu'est-ce qu'on entend par organon? Je vais le dire de façon un peu simplifiée, l'ouvrage de Bühler est entièrement consacré à cette question. Il y a deux idées là derrière. La première, c'est que le langage n'est pas quelque chose de simple, mais le montage de plusieurs éléments, exactement comme un organisme, c'est un organisme vivant. Nous, par exemple, c'est le montage d'un système respiratoire, d'un système digestif, etc. Et bien, de la même manière, c'est une conception qui voit dans le langage, certes, une unité, mais une unité complexe. Et évidemment, l'étude de Bühler va se proposer de décomposer, de répertorier ces différents éléments. La deuxième idée, c'est que de l'organon, c'est l'idée qu'entre tous ces éléments, il y a de manière constante une interaction, un échange. Voilà à peu près, si on devait le résumer de façon grossière en une minute, ce que pourrait signifier organon dans l'acception que lui donne Bühler. Premier élément, Bühler va distinguer 4 fonctions.
une fonction de communication, donc une fonction de mise en œuvre en quelque sorte de la langue dans l'acception la plus générale, mais il ramène les fonctions linguistiques à trois, qu'il appelle, on va y revenir en détail, l'expression, l'appel et la représentation. Petit codicile, Popper, qui a fait sa thèse avec Karl Bühler, donc qui est son élève directement, rajoutera ces trois fonctions, je le signale ici, l'argumentation, dont on sait quelle riche postérité elle aura, donc quelque part la proposition de Popper. C'est un prolongement du travail de Bühler que Popper a trouvé pas tout à fait aussi complet qu'il aurait dû être. Alors voici comment Bühler représente son organon. Ce schéma se retrouve un petit peu partout. Directement en français, donc je vous ai mis les traductions juste à gauche. En haut, Gegenstände und Sachverhalte, objet et état de choses, c'est la traduction tout simplement, et Darstellung qui aboutit à la représentation. Donc en gros, Gegenstand, etc., ça c'est ce qu'on a dans nos têtes, c'est des représentations et ça fonctionne selon l'ordre du symbole. Le Z qui est à la partie centrale, c'est le point de convergence de ces trois fonctions, c'est la langue si vous voulez. Et vous avez à gauche Ausdruck, l'émetteur, qui lui va vous donner l'expression que Bühler ramène aussi à une fonction de symptôme. Et à droite, Empfänger, le récepteur, qui lui va répondre à une fonction d'appel, on traduit littéralement en français, et ici, ça correspondrait au signal. Donc voilà la tripartition de Bühler, ce qui est du côté de la langue, ce qui est du côté de l'émetteur, ce qui est du côté du récepteur, représentation, expression, appel, et symbole, symptôme, signal. Donc on a les parfaite symétrie des trois termes en termes de terminologie. Pour traiter ces questions, Bühler fait la proposition de les répartir autour du mot, toujours le mot, vous constatez qu'on reste centré sur le mot, fait la proposition de les répartir entre quatre domaines. La phonologie, ce qui est très original, la syntaxe, on a vu que la syntaxe manquait chez certains auteurs, la deixis, au sens qu'il donne à ce terme, on va y revenir, et la logique, évidemment. Donc on voit ici que le mot n'est plus seulement l'unité centrale d'analyse, mais il est celui qui est intermédiaire, un petit peu comme ce Z qu'on avait là, qui était au milieu de ces trois fonctions, que c'est quelque chose qui est intermédiaire entre un niveau en dessous, qui est la phonologie, et un niveau au-dessus, qui est la syntaxe. Et on va voir ensuite comment cette notion de mot qui est d'ordre linguistique s'articule à des phénomènes de deixis, au sens très particulier qu'en a Bühler, et de logique. Alors, voilà, on va regarder maintenant les quatre éléments dans cet ordre-là, logique, déictique, syntaxique, phonologique. Je termine par phonologique pour faire la transition. Alors, tout d'abord pour la fonction logique, donc là, les citations sont prises à la traduction que nous a donnée Didier Samin. Première fonction logique, je vous laisse lire la citation. Dans cette fonction logique, on va opposer d'un côté des emplois avec des expressions comme il les donne, comme my Glöckchen, le muguet ou der Baum, l'arbre. Et il va les opposer à des fonctions comme dis, my Glöckchen, ce muguet-ci, ou jener Baum, cet arbre-là. Donc on voit ici comment, c'est un bon exemple de la façon dont Bühler va articuler éléments linguistiques et éléments logiques
en montrant comment le déterminant, donc une unité qui n'existe qu'en langue, qui n'a pas de référence, qui n'a pas en soi de valeur de vérité, par exemple, possible, comment un élément comme le déterminant va permettre de faire une distinction qui est en réalité une indication de type logique, puisque le même terme va pouvoir désigner tantôt un élément concret de la classe, tantôt la classe dans son entier. Donc c'est une idée qui n'est pas propre à Bühler, mais qu'il a développée de façon très forte et très originale. Et vous voyez que c'est dans un chapitre qui s'appelle « Les fondements psychologiques des modes déictiques de position en indo-européen », c'est-à-dire en grammaire comparée. Pour faire construire cette partie-là, Bühler reconstitue l'histoire des particules déterminatives depuis la reconstruction du proto-indo-européen jusqu'aux langues modernes, à l'allemand en l'occurrence, pour montrer comment il y a ici un double emploi, un emploi d'élément de classe ou un emploi de classe. Deuxième exemple, il y en a d'autres dans Bühler, je vais juste faire ressortir comment il analyse lui-même cette fonction logique. Il va prendre un exemple de Carnap, un grand logicien de langue allemande, et qui est l'exemple avec la forme ET, dans lequel on va distinguer des formes de type cumulative, X et Y, Adam et Ève, par exemple, et puis à côté de ça, des fonctions dans lesquelles le « et » va indiquer une restriction, les objets perdus et qui n'ont pas été retrouvés. Donc, restriction sur la forme perdue, puisque la relative est l'équivalent d'un adjectif. On a ici un emploi très particulier de « et », puisque à l'intérieur d'une classe, celle des objets perdus, le « et » va créer logiquement une sous-classe d'éléments, ceux qui n'ont pas été retrouvés. Donc voilà comment Bühler appréhende des problèmes, des questions linguistiques pour en faire des questions de logique. Dernier exemple, toujours dans ces fonctions logiques, où il va opposer deux éléments, la Sachbundelnd et la Satzkettend, dans lequel il va faire une distinction entre ce que peut vouloir signifier Madone et enfant et Madone avec enfant, dans lequel il va montrer qu'il y a ici deux façons différentes de conceptualiser une même réalité selon qu'on considère que les deux éléments sont sur le même plan ou qu'il y a une hiérarchie entre les éléments. Donc, toujours je trouve que les exemples de Bühler sont... Il a une expression qui est un peu lourde, mais les exemples sont extrêmement parlants. Alors, cette fonction logique, qui se situe évidemment, on vient de le voir, à l'interface entre structure linguistique et la façon dont nous catégorisons le monde, va évidemment requérir une expression au-delà du mot, c'est la question de la syntaxe, et qui va se distinguer de la façon dont les locuteurs sont amenés à se positionner par rapport à simplement une catégorisation des objets du monde, mais au contraire pour accéder à une autre forme d'expression qui n'est plus la catégorisation ou sous-catégorisation, mais qui est la capacité d'expression. Alors, deuxième fonction, une fonction qu'il appelle déictique, terme qu'il utilise. Vous voyez déjà dans la première ligne, en bref, les termes déictiques grammaticalisés, sur la grammaire, différenciés phonologiquement, on voit la phonologie qui apparaît ici de façon caractéristique, vont servir, nous dit-il, dans la communication, à préciser pour l'interlocuteur ce que nous voulons. Et il va distinguer trois modes de DX6. La DX classiquement, c'est celle qui se fait avec le pronom. Adam a vu Ève, il l'a trouvée très jolie, ou il et l'apostrophe vont être de la DX6 anaphorique.
de la DX6 à l'imaginaire. On est quelque part dans un pays étranger, on dit ah, tu es déjà allé à Marseille, ben, tu vois la gare Saint-Charles, etc. La gare Saint-Charles n'est pas présente, mais on y fait référence, c'est ça que ça veut dire ici imaginaire, parce que chacun des deux interlocuteurs est censé pouvoir se représenter un lieu qui n'est pas là. Et puis évidemment, la forme de DX6 la plus classique, ce qu'il appelle la demonstratio ad oculos, le fait de montrer quelque chose qui est présent, soit du doigt, soit de la tête, etc. Alors cette fonction, il va en prendre un exemple très particulier qui nous fait largement écho évidemment au travail de Benveniste, qui est l'usage du je et du tu, donc tout ce que nous appelons l'énonciation. Et ici, vous voyez, la référence va carrément jusqu'à Apollonius Discol. Je n'insiste pas sur cet aspect qui nous est devenu avec Benveniste, Culioli, etc., très familier de l'usage très particulier des pronoms à fonction déictique, mais d'autodéixis, de désignation de soi-même ou de l'interlocuteur. Troisième fonction, la fonction syntaxique. Comment ça marche lorsque nous fabriquons des séries de phrases, de mots, etc. Et je vous laisse 2 secondes regarder la citation. Nous apprenons, reproduisons des mots et de la sorte, nous maîtrisons les objets. Et il prend l'exemple de l'usage de la chaîne alphabétique. Le point important dans cette citation, qui se continue dans la diapo suivante, c'est ce que l'on a dans la dernière ligne, un instrument de mise en ordre et de coordination. Donc voilà comment il conçoit la syntaxe. Et pour cela, il en appelle au fait de trouver dans la langue ce qu'il appelle des médiateurs, des organisateurs, médiateur au sens où cette fonction syntaxique va ordonner le monde autour de nous. Le monde ne se présente pas autour de nous comme un catalogue de mots, mais comme un catalogue potentiel un ensemble potentiel d'actions, d'engagement affectif, etc. Et donc d'un côté, des médiateurs entre le monde et nous, et de l'autre côté, parce qu'ils ont leur propre structure interne, ce qu'il appelle des organisateurs, et vous voyez qu'il les compare à des outils de la bureautique. On ne connaissait pas à l'époque l'ordinateur, mais on pourrait poursuivre dans ce sens. Alors cette fonction syntaxique, il va tout de suite l'illustrer avec un exemple qui là aussi aujourd'hui nous est un petit peu plus familier, qui est que lorsque nous en revenons au mot, attention, on est en syntaxe, mais on revient au mot, et il prend l'exemple du verbe latin amare, aimer, il nous dit, bien, ce terme-là, il appelle quelque part autour de lui deux fonctions, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, plutôt des arguments, c'est-à-dire que du moment où on a un verbe comme amare, il ne faut pas le concevoir comme un mot isolé, mais il faut le concevoir comme appelant à lui deux autres éléments, c'est ça la fonction syntaxique, le fait que, prenant les choses au niveau du mot, on va les déployer au niveau, pour un verbe, de son sujet et de son complément. C'est la suite de la citation précédente, donc il va opposer ici en particulier un verbe transitif direct comme amare, aimer, avec un adjectif, albus, blanc, en latin, qui lui n'attend d'être associé qu'à un seul nom. Ça n'exclut pas qu'il y en ait d'autres, mais enfin, il faut au moins un nom pour être saturé. Ça suffit qu'il y en ait un seul. Donc voilà ce que Bühler entend par cette fonction syntaxique. On ne part pas de l'analyse de la proposition, c'est le point sur lequel je voudrais insister. On part du mot qui va se déployer, s'étendre à partir de ces arguments. Gabriel, je peux te poser Oui. une question, c'est Béatrice. Est-ce que Bühler a lu Frege? Je pense que oui à tous les coups. Parce que quand même, il y a une inspiration frégéenne dans Deux places vides, l'idée de saturation, Alors, avec, tu sais, je le suis pas... texte, concept, et tu vois, ce texte de Frege.
Je ne suis pas suffisamment spécialiste de Bühler pour savoir jusqu'où il est allé dans Frege, mais j'ai du mal à imaginer qu'il ne l'ait pas lu. D'accord. Et j'avais une autre question. Il va de soi, c'est ce que j'ai compris, parce que je ne connais pas très bien, moi, Bühler, que ses travaux donc, se sont déployés sans qu'il ait lu The Meaning of Meaning. À ma connaissance, non. Donc, c'est Et vrai. en tout cas, il n'y fait pas spécialement référence. D'accord. Et ce qui était étonnant aussi, pour moi, à ce stade-là, c'est le fait que Bühler réfère à Carnap, parce que Carnap, justement, alors il est dans cette tradition frégéenne, hein, mais il n'est pas du tout husserlien. Non, oui, oui, pardon, oui, oui. Mhm. Bah, tu vois? Donc c'est assez amusant en fait que pour la partie syntaxique, il s'adosse au jeu. Alors Bühler est né quand? Parce que en 1934, Carnap écrit, tu sais, Die Syntax der Sprache, Mhm. et c'est 1934, et Bühler est plus vieux que Carnap ou pas? Alors, je vous avais mis les dates, je suis Ah absolument oui, nul en termes de moi dates, non mais plus, j'ai pas 1900. regardé. Parce que là, c'est vraiment les tout débuts des travaux de Carnap. Mhm. Et Enfin, c'est les tout débuts publiés parce qu'on est quand oui, même dans des milieux où ils se lisent, où ils se connaissent. Enfin, c'est quand même des tout petits milieux à l'époque. oui. Et Bühler fréquente le cercle de Vienne ou Il les connaît très bien. il les Dire connaît qu'il les très bien? fréquente, oui, aussi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il les connaît très bien, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 d'accord. Oui. Euh, non, mais c'est tout. Je voulais juste ces précisions-là parce que je trouve ça, quand on connaît la controverse Frege-Husserl, Mm. on se dit c'est amusant en fait que quelque part Bühler il pioche dans les deux. Tout comme il pioche chez les c'est pour ça que je le disais Ouais, aussi, parce que là je suis plus familier, il pioche aussi chez les comparatistes et les phonologues, alors qu'il n'y a oui, pas plus opposé. C'est vraiment quelqu'un qui s'est pensé comme dans l'ordre de la synthèse, quoi, enfin, quelque chose d'hegelien, quoi, la Aufhebung, reprendre les éléments et aller un cran au-delà en les réunissant. oui. Merci beaucoup. Nous en étions là, donc oui, comme je vous le disais, Béatrice est beaucoup plus compétente que moi sur ces questions. Moi, je les attrape par le petit bout de la lorgnette linguistique. Je pense que chez Bühler, en tout cas, la fonction syntaxique est vraiment aussi une manière de faire revivre son étymologie. Littéralement, taxis, ça veut dire l'ordre, syn avec. C'est donc l'ordre que les mots introduisent et qu'on introduit dans les mots. Enfin, les deux mouvements sont vrais par la fonction de représentation, celle qu'on avait vue en haut du schéma de l'organon, et que l'on va envisager tantôt à partir de ce que moi j'appelle les arguments ou les places, peu importe du mot, les connotations, il dit aussi Bühler, tantôt à partir de la phrase dans son ensemble. Notre élément, voilà ce que nous dit Bühler. Vous voyez que on vient de parler de cette volonté de synthèse, de conciliation. Vous voyez que d'un côté, il va utiliser des notations proches de la logique, la phrase complète dont il sera question et la phrase à stricte fonction de représentation du type SEP, SCP, etc. Et tout de suite, il fait une référence en disant c'est comme ça qu'en indo-européen, elle apparaît. Donc, vraiment cette tentative très forte qu'a eu Bühler d'essayer de synthétiser tout ce qui s'était fait en phénoménologie, tout ce qui s'était fait en logique, tout ce qui s'était fait en grammaire comparée, tout ce qui se fait en phonologie, c'est sûrement par là que Bühler est très impressionnant dans sa démarche. On finit par la fonction phonologique, la dernière des quatre que nous devions voir, puisque ce sont les quatre qu'a relevé Bühler. Le regard sématologique, ce terme m'ennuie, on le traduit comme ça parce qu'en allemand c'est sématologique, mais en réalité c'est un terme qu'on utilise très peu en français, donc je pense qu'on pourrait dire tout simplement le regard sémiotique sur le même phénomène découvre d'une manière qui n'est pas parallèle donc, trois fonctions. On a la signification alors, il prend l'exemple du mot tel qu'il est prononcé et il va distinguer une signification objectale
un signalement phonématique et des signes de chant. Bon, ce sont des traductions, peu importe. Donc, ce que l'on retient ici pour moi, c'est le point qui m'intéresse, c'est que, abordant la question de la phonologie, il veut tout de suite répartir ces éléments en trois. Voici ce qu'il dit. Il va falloir, il est possible et nécessaire d'avoir un traitement conforme à la logique. On peut observer les éléments pour eux-mêmes. Et puis, de notre côté, la façon dont ils fonctionnent en termes de signes, c'est comme ça qu'il distingue la phonétique, la substance sonore et la phonologie. Et c'est la suite de la citation. À partir de là, il va vouloir réfléchir, il va décider de réfléchir sur la phénoménologie en insistant sur, comme il le dit lui-même, vous voyez, c'est la fin de les deux dernières lignes de la citation, j'ai fait cette proposition au phonologue qu'au fond, il y aurait des éléments diacritiques dans les phénomènes appelés des mots. Et en gros, bon, pour le dire rapidement, ce que l'on a ici, c'est ce que Jacobson après appellera les traits distinctifs. Donc, Bühler propose de voir dans chaque trait distinctif, alors j'insiste, non pas dans l'opposition entre les traits, mais dans chacun des traits, quelque chose qui serait d'ordre sémiotique. Donc, c'est en cela que Bühler est à la fois très proche des phonologues, puisqu'il reprend une idée que Trubetskoy et Jacobson développent depuis les années 1920, celle que les phonèmes sont eux-mêmes des entités complexes décomposables en traits distinctifs, et de l'autre côté, et donc par opposition à la phonétique, mais de l'autre côté, il n'accède pas directement à la notion d'opposition. Ce n'est pas celle qu'il met en avant. Alors, cette conception phonologique de Bühler, qui reçoit d'abord un accueil très, très intéressé de Trubetskoy, le décevra, et je vous ai mis ici une citation dans les lettres de Trubetskoy à Jacobson, traduite par Patrick Sériot. J'ai discuté en détail pendant 2 heures avec Bühler sur ma classification des oppositions. Donc, vous voyez, pas des traits, mais bien des oppositions, c'est-à-dire la relation et non pas chaque unité. Et j'ai constaté une fois de plus qu'il n'y avait pas à attendre d'aide de la part des philosophes et des psychologues. Voilà. Donc, moi, Trubetskoy, c'était clair, ça ne marchait pas très bien avec Bühler, même si on pourrait trouver d'autres citations où il dit il est formidable, il est très bien, mais c'est des citations d'avant celle-ci. 1930-1935, Trubetskoy meurt en 1938. Alors si, avant de passer à Trubetskoy, à la fin de cet exposé, la dernière partie, au fond, toute la pensée de Bühler, on doit l'appréhender dans cette tension posée au départ des 3 dimensions du modèle de l'organon modèle en allemand, représentation, expression, appel, qu'il va confronter à la pensée rationnelle, à la logique, à une forme de psychologie de la deixis. Il y a aussi une deixis logique, mais il y a une deixis interactive, communicationnelle, et bien sûr au système de la langue qu'il regarde du côté de la syntaxe et du côté de la phonologie, donc au-delà du mot, et tout ça dans un contexte de communication, puisque fonction d'appel, fonction de représentation, émetteur-récepteur, etc. Bühler est probablement un acteur majeur d'une configuration linguistique. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'on n'en a pas fait grand-chose finalement. Pour commencer, on a vu qu'il avait été écarté par les fondateurs de la phonologie, Trubetskoy en particulier, qui n'admettent pas son lien à la psychologie. Mais lorsqu'il a été obligé de fuir le nazisme et qu'il s'est réfugié aux États-Unis, il a été très mal reçu parce qu'aux États-Unis, c'est la psychologie behavioriste qui était dominante. Il y a un ouvrage là, qui est paru en septembre de Bernard Lax et John Goldsmith, aux origines des sciences humaines, qui expliquera tout ça très en détail pour ceux que ça intéresserait. Les comparatistes, évidemment, reculent devant son entrain pour la phonologie.
Et les philosophies du langage, qui s'opposera beaucoup à Ernst Cassirer, ne reprendront pas véritablement la lignée ouverte par Bühler, et on sait qu'aujourd'hui c'est plutôt une lignée du type de celle de Ogden Richards ou de Peirce ou d'autres qui s'est finalement imposée de façon majoritaire dans notre champ. Donc ça, c'est juste pour dire que Karl Bühler, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'avec les quelques exemples qu'on a vus, c'est assez stimulant. Et en même temps, c'est un échec. Un échec au sens où il n'aura convaincu, à force de vouloir réunir tout le monde, il n'aura convaincu personne. Et nous en terminons dans ce parcours linguistique avec Trubetskoy. Donc ça, c'est le cercle linguistique de Prague. Vous avez ici ses dates. Vous voyez qu'il est mort assez jeune, 48 ans. Son ouvrage Grundzüge der Phonologie 1939, donc publié en allemand à Prague, juste au moment où les troupes nazies envahissent la Tchécoslovaquie, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne langue. N'empêche que c'est cet ouvrage qui aujourd'hui sert de référence comme création de la phonologie. Et on voit ici, donc, dans cette citation, quelle est la part que Trubetskoy est prêt à abandonner à Bühler. Donc, vous voyez que la première phrase est en fait une manière d'acquiescer à la proposition de Bühler, le langage humain supposant toujours un sujet parlant, un auditeur, un état de choses. Vous reconnaissez les trois unités de l'organon modèle. Toute manifestation parlée à trois faces, elle est une expression, elle est un appel et elle est une représentation de l'état de choses. Alors, partant de cet accord avec Bühler, va montrer qu'en réalité, on ne peut pas s'intéresser de la même manière à tout quand on fait de la phonologie. Qu'au fond, le costume que veut tailler Bühler à la linguistique et de fait à la phonologie est un petit peu trop vaste et que Trubetskoy va proposer de le restreindre de façon assez drastique en enlevant, comme vous le voyez dans la dernière ligne, le plan expressif et le plan appellatif, c'est-à-dire ce qui concerne les locuteurs. Dans les trois éléments de l'organone, en haut, c'est plutôt la langue, ici, c'est plutôt le locuteur, ici, c'est plutôt l'auditeur, pour le dire avec nos mots à nous, et nous dit Trubetskoy, la partie locuteur et auditeur n'est pas centrale pour la phonologie. Ce qui est vraiment central, on en revient à cette notion de structure de langue, c'est ce que Bühler appelle le plan représentatif. Alors néanmoins, Trubetskoy va récupérer, entre guillemets, une partie de ce qu'il a écarté tout de suite en disant qu'on peut le retrouver, mais que ça ne sera pas dans la partie centrale de la phonologie, mais dans cette partie qu'il appelle, c'est la conclusion de sa citation, toutes ces fonctions expressives et fonctions d'appel, ce qui a trait au locuteur et à son auditeur, ces deux fonctions-là ne sont pas de la phonologie, mais on va pouvoir les retrouver, c'est la dernière ligne, à travers une autre discipline qui serait une phonostylistique. Et il va prendre pour ça l'exemple des variantes non pertinentes. Alors, par exemple, la façon de s'exprimer, on peut dire exactement la même phrase d'un très grand nombre de manières différentes, nous le savons tous, et ce style différent, il prend l'exemple du style agité et émotionnel par opposition au style nonchalant et familier. Ça ne relève pas de la phonologie, ça ne modifie pas la structure de la langue, bien sûr, mais on peut néanmoins en faire une analyse de type oppositionnel, si on en croit Trubetskoy, à travers la phonostylistique. Alors, on va maintenant montrer en quoi on a ici une autre opposition entre la phonétique qui va étudier la forme sonore, qui ne va pas s'occuper de leur fonction, mais de leur composition en hauteur, intensité, durée, et d'autre part, ce qui relève
de la langue, on y revient, du système, de la structure, on peut utiliser le terme, disons, aujourd'hui, et il nous dit que cette structure, alors vous voyez, c'est là que je l'ai mis en rouge, c'est plus des mots, c'est un monde de rapports, de fonctions, de valeurs. Vous voyez, donc il utilise le terme traditionnel, fonction, le terme de saussure, valeur, et le terme qu'utiliseront le plus souvent l'école de Prague, le terme de rapport. Finalement, il en fait un seul bloc. On ne sait pas s'il fait une différence à cet endroit-là, mais en tout cas, il utilise trois termes qui ont tous les trois la même propriété, c'est qu'ils sortent de la description du mot ou même du phonème pour s'intéresser non pas au mot ou au phonème, mais aux relations. Relations entre les phonèmes, le système d'opposition, relations entre les mots, les fonctions, etc. Et puis de l'autre côté, il laisse tomber toujours l'opposition de Saussure, la parole par opposition à la langue. Le rapport de Troubetskoy à Saussure est très compliqué, mais ici en tout cas, comme il avait tout à l'heure pris sa référence dans Bühler, ici, sans forcément le dire, mais il le cite à d'autres endroits, il prend sa référence dans Saussure, dont il dit par ailleurs à Jacobson, c'est jamais qu'un vieux tas de vieilleries connues depuis très longtemps. Comme quoi on peut ne pas être complètement d'accord entre grands hommes. Alors les fonctions chez Troubetskoy, l'usage de fonctions, puisqu'il a un usage, lui, très particulier, il va distinguer trois fonctions. La fonction culminative, la fonction délimitative et la fonction distinctive. Pour souffler un petit peu dans toutes ces théories, on va juste donner un exemple, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre un mot, mon exemple doit être simple par principe. Je ne peux pas prendre un mot français parce que nous n'avons pas d'accent tonique et c'est l'accent tonique qui est d'abord visé ici. On va prendre un mot anglais. Si je prends le mot anglais possibility, l'accent tonique est sur la troisième syllabe, en plein milieu du mot, et c'est ce qui va permettre de repérer le terme possibility à l'intérieur de la phrase où chaque mot à sens plein recevra un accent tonique. Donc on va repérer automatiquement dans le flux de la parole les éléments importants parce que à chaque fois un accent tonique viendra souligner qu'à cet endroit-là il y a un mot important. Tout ce que ça nous dit, c'est il y a un mot important là-dessous et peut-être dans les syllabes autour. Et les syllabes autour, alors comment on fait pour savoir celles qui se rattachent à possibility? Comment on fait pour savoir ce qui se rattache là? Eh bien, dans possibility, il y a en réalité un accent secondaire qui est à l'initiale, qui est en plus souligné par le fait que le P de possibility est une aspirée. Donc, on a un accent secondaire qui nous indique que ça, c'est la première syllabe. Donc, automatiquement, fonction culminative, vous avez ici un mot parce qu'il a un accent tonique. Fonction délimitative, ce mot commence à tel endroit parce que vous avez un accent secondaire avec un... Je parle phonologiquement, la réalisation concrète peut être assez différente, mais phonologiquement, vous avez un accent secondaire avec en plus une aspirée qui renforce le phénomène. Et puis, à la fin où ça s'arrête, et bien, quand on aura un nouvel accent secondaire qui va apparaître, et ou un accent tonique qui nous indiquera qu'un nouveau mot arrive à cet endroit-là. Donc, fonction culminative, vous avez quelque chose qui vous indique que vous avez là une unité importante. Fonction délimitative, vous avez deux autres éléments ici, en l'occurrence, l'aspiré et l'accent secondaire qui vous indique que ça se coupe à cet endroit-là. L'opération se reproduira à la fin et maintenant, j'ai mon mot qui est délimité. Je prends un exemple facile. Hein. J'ai parfaitement conscience que dès qu'on analyse les phénomènes, il y a plein de problèmes qui vont se poser, mais phonologiquement, le principe est bien celui-ci. Et puis, troisième possibilité, la fonction distinctive. Et là, on change complètement de sujet. Dans tout ce que je viens de dire, on coupait dans la chaîne sonore, on segmentait. Maintenant, on va s'intéresser à chacun des segments, on va le dire avec nos mots à nous, à chacun des phonèmes, et on va regarder ce qui distingue un phonème, fonction distinctive, de tous les autres phonèmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a une opposition, restons dans les classiques du genre entre be et peu,
Les deux consonnes sont absolument identiques, mais be est sonore et pe est sourd. Le trait distinctif ici est le trait de sonorité. Entre be et me, tout est identique, sauf que me a un trait de nasalité que n'a pas be. Voilà la distinctivité. Alors, je m'arrête 2 secondes sur cet exemple, encore dans mes temps, pour dire que parler de distinctivité, c'est une très profonde régression de la phonologie pragoise par rapport à Saussure, puisque ça consiste à qualifier les phonèmes par un élément positif, nasalité, sonorité, dans les 2 exemples que je viens de donner. Alors que chez Saussure, vous n'avez jamais de qualité substantielle, vous avez à chaque fois seulement une... Bien sûr, ce seront les mêmes. Il n'y a pas 36 manières de distinguer be et peu et be et me, mais la différence chez Saussure avec les traits de l'école pragoise, c'est que comme il s'agit d'une relation, elle devra toujours être codée négativement. Je ne dirais pas que be a un trait de sonorité que n'a pas peu, je dirais que peu est moins sonore. Je ne peux pas insister ici parce qu'il faudrait qu'on en discute sur le fond, mais ça change absolument tout. Parce que si je dis que be est plus sonore, je fais une analyse phonétique. Si je dis que peu est moins sonore, je dis qu'il y a une relation où le trait ici va s'opposer par la sonorité. Donc on n'est pas du tout dans la même vision des choses. Comme le dit toujours Saussure, la langue, c'est un système d'opposition relative et négative. Il ne faut pas oublier le négatif dans l'ensemble. Je ne peux pas insister là-dessus, ce serait un petit peu long, mais c'est juste pour dire que ce trait de distinctivité qui apparaît comme tellement évident que partage Bühler avec Troubetskoy n'est déjà plus dans la visée d'une phonologie saussurienne. Donc, en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que le terme de fonction dans l'école pragoise ne s'applique plus à la langue comme ensemble, mais aux unités de la langue, soit à travers, comme la fonction culminative, une fonction prosodique, soit la fonction délimitative, une fonction prosodique et segmentale, et bien sûr la fonction distinctive, la plus importante pour Troubetskoy, qui va distinguer entre les différents phonèmes. C'est cette fonction qui, évidemment, pour Troubetskoy, va être absolument centrale, puisqu'elle est le fondement de la façon dont il fait, lui, l'analyse de la construction de la structure phonologique d'une langue donnée, qu'elle est elle-même un préalable aux 2 autres fonctions. On ne va pas trouver des fonctions culminatives et délimitatives tant qu'on n'a pas des chaînes de segments, des chaînes de phonèmes. Et comme je viens de vous le dire, c'est là ici que se fait la différence entre Troubetskoy et Saussure. Troubetskoy va partir des traits pour composer des phonèmes et l'ensemble des phonèmes va composer un système, alors que c'est l'inverse chez Saussure. On part d'un système d'opposition relative et négative pour aller vers les phonèmes. Donc, 2 constructions radicalement, comment dire ça, dans leur directionnalité, disons, scientifique. Cette citation est simplement pour confirmer ce que je venais de vous dire, à savoir que pour Troubetskoy, ce qui est central, c'est vraiment la fonction distinctive parce qu'elle est le préalable à tout, puisqu'on va faire des distinctions entre phonèmes. Je répète, distinction n'est pas opposition. À la suite des éléments de phonologie, Jacobson, qui a été l'éditeur de l'ouvrage en allemand, a joint un certain nombre de textes de lui. En tout cas, pour la traduction en français, ils ont bien été traduits. Et je signale juste en passant, ce n'est pas pour nous ici très important, alors que le texte probablement le plus connu de toute la linguistique, enfin le plus cité en tout cas, de toute la linguistique du XXe siècle doit être ces 6 abominables fonctions de Jacobson.
dans les enfin, en annexe du texte, il y a bien le mot fonction qui apparaît assez souvent, mais ça ne concerne pas directement ces 6 fonctions. On trouve des emplois en termes de stylistique. Alors on me dirait qu'il y a une fonction poétique dans les 6 fonctions de Jacobson, mais cette fonction poétique est très éloignée de la stylistique en réalité. Il y a une fonction en termes de morphologie où on va retrouver cette notion de trait, avec cette idée qu'avait rajoutée en large partie Jacobson et que Trubetskoy a reprise, que les traits seraient eux-mêmes hiérarchisés. C'est ce que l'on appelle la notion de marque, marqué, non marqué. Jacobson s'en sert aussi en termes de dialectologie, en montrant que ce sont des variations internes dans un système phonologique. C'est une variation interne au système. Et enfin, en diachronie, avec un article assez étonnant, quand on connaît Jacobson, sur l'étymologie. Et nous arrivons à la conclusion. J'avais promis à Béatrice de laisser un temps de discussion. Donc, quelques éléments de conclusion. Tout d'abord, j'avais envisagé au départ de prolonger avec Benveniste et Martinet. Le diaporama est tout prêt, mais je ne vous l'ai pas mis parce qu'on allait déborder et je pensais qu'il était plus intéressant de regarder en détail les textes que de survoler tout ça. Mais juste pour vous en donner une idée, voici la première phrase de la préface de Martinet, puisque c'est lui qui avait supervisé la traduction de Trubetskoy par Cantino, l'arabisant bien connu. Martinet, première phrase de sa préface à Trubetskoy, la publication des Grundzüge der Phonologie de Nicolas. En elle-même événement scientifique d'une portée considérable, a coïncidé avec un tournant décisif de la linguistique fonctionnelle et structurale. Or, aujourd'hui, on peut être fonctionnaliste en linguistique. Généralement, pour nous, ça signifie qu'on se revendique de Martinet, mais on voit comment Martinet réintroduit ici le terme de fonctionnel que n'avait pas mis en avant du tout Trubetskoy, comment subrepticement on introduit cette idée de fonction. Or, Benveniste, ils ont été très très opposés, ce serait le diaporama que vous ne verrez pas. Ici, vous avez dans un des articles les plus connus pas un article, pardon, dans l'avant-propos au contraire, dans la présentation de Benveniste, donc dès le début, dès sa préface, vous voyez que dans la préface, Benveniste tout de suite met aussi, lui, les 2 termes sur le même plan, la notion de structure et celle de fonction. Alors, ce ne veut pas dire qu'il est fonctionnaliste, mais qu'en tout cas, pour lui aussi, on ne peut pas dissocier ces 2 termes puisqu'il considère qu'ils sont la matrice de l'ensemble des articles qu'il a recueillis dans les problèmes de linguistique générale. Et en lien, comme vous le voyez dans la dernière ligne, avec les niveaux de l'analyse. Alors, il y aurait d'autres approches, évidemment, dont il aurait fallu parler. Pour vous donner un ordre d'idée, Saussure réfléchit dès les années 1890, on le sait, à ce qui va donner le corps de linguistique générale. Le texte de Trubetskoy 1939, mais du fait de la guerre mondiale, on pense vraiment à autre chose. Donc pour moi, ce que l'on vient de voir, ça couvre de façon assez panoramique, pas exhaustif évidemment, mais en tout cas panoramique, les principales tensions qu'il y a eu du début du structuralisme, disons 1900 pour se donner un repère commode, jusqu'à après la Première Guerre mondiale, donc une 50aine d'années. On pourrait continuer, j'ai pris ici 2 noms dont je pensais, quand on fait des résumés de propositions, on est toujours d'un optimisme délirant sur ce qu'on aura le temps de dire. J'ai laissé tomber l'optimisme délirant et on aurait pu continuer en parlant de 2 auteurs qui ont accordé beaucoup de place à la notion de fonction, qui sont Koselleou et Simon Dick. Je me contente de les mentionner, Koselleou pour Teoria del lenguaje y linguística general et Dick pour sa thèse, puisque c'est là qu'il a commencé à faire sa proposition d'une grammaire fonctionnelle, pas d'une linguistique, d'une grammaire fonctionnelle, à propos de la coordination, sa thèse de 1968. Pour terminer, c'est ma dernière diapositive, dire qu'en gros, sur ce terme de fonction dans la première moitié du XXe siècle, qui est celle que nous aurons vue ensemble,
on a été amené à distinguer entre deux grands emplois de fonctions, alors au-delà évidemment de l'emploi traditionnel fonction-sujet, fonction-complément, l'une qui est la question des fonctions du langage. Je ne vais pas revenir sur le destin qu'il a eu chez Jacobson, mais on a toujours parlé des fonctions du langage. Ce n'est pas du tout original en soi, que l'on doit opposer aux fonctions dans le langage. Donc, deux grands emplois finalement assez différentes fonctions. Fonctions dans le langage où l'on voit que l'on a une tension entre meanings of meanings, la sémantique, un emploi du côté plutôt de la phonologie, Troubetskoy, et puis des emplois de type syntaxique. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction syntaxe? Où Bühler, qui a néanmoins été proche des phonologues, s'est lui aussi distingué dans ses travaux. Voilà pour ce que je voulais vous dire de cet exposé. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que vous pouvez rallumer vos caméras de façon à ce que Gabriel puisse vous voir. Gabriel, je te remercie, c'était vraiment très, très riche. Je vais peut-être donner la parole. En fait, peut-être... Ah oui, non, laisse ton diaporama si quelqu'un veut y retourner. Oui, j'aurais dû dire au début que sur le diaporama, les diapositives étaient numérotées, justement, pour qu'on puisse y retourner au cas où. Mais c'est trop tard maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, je sais pas, on voit personne, mais en tout cas, bonjour Gabriel, c'est Anne Lacheret du jour. Bonjour Anne. Merci pour ta présentation tout à fait claire. J'ai quand même une question par rapport à Jacobson. Je ne sais pas comment tu le situes par rapport aux autres. J'ai deux questions. D'abord, son schéma là qu'on monte partout, c'est un peu la tarte à la crème en cours. Comment il se situe par rapport en termes de chronologie par rapport au schéma de Buller? Et j'ai l'impression que tu l'as traversé, tu as balayé ça un peu d'un revers de manche, alors qu'effectivement, c'est la tarte à la crème dans les enseignements. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu vois, la fonction conative, fonction poétique, etc. Pourquoi, voilà, j'ai besoin d'éclaircissement. Alors, je n'ai pas révisé spécialement la date avant, mais pour moi, l'ordre de grandeur, c'est les années 60. Hein. J'ai 66 en tête, mais voilà. C'est comme si j'avais rien dit. En tout cas, c'est pour moi quelque chose qui apparaît dans les années 60, qui apparaît au moment d'une OPA que fait Jacobson sur la linguistique science reine, science maîtresse, science dominante, et science dominante parce qu'elle est au croisement de tout, mais en particulier, et c'est là-dessus évidemment que les choses sont le plus importantes, c'est le moment où Jacobson va tirer l'ensemble de l'interprétation qu'il a, lui, de la linguistique, du côté de la communication. Et c'est vraiment autour de ce terme de communication que ça va se jouer. Or, comme on l'a vu dans ce que je viens de voir, alors évidemment, ce sont des aperçus trop rapides, trop courts, il faudrait rentrer dans les détails, mais comme vous l'avez vu, les fonctions de communication ne sont absolument pas centrales dans les différentes théories. C'est vraiment de ce côté-là. Pourquoi ça devient central? Eh bien, je crois que notre génération Internet l'aura compris. C'est que Jacobson, qui est très informé de ce qui est en train de se passer autour de lui, a parfaitement perçu que la communication, au sens vraiment jusqu'à Internet compris, même s'il ne savait pas du tout qu'Internet allait apparaître, je ne veux pas dire que c'est un prophète là-dedans, que la communication allait devenir vraiment l'axe central des échanges au sens anthropologique, sociologique, etc. Et il va concevoir ce schéma à des fins pédagogiques en empruntant très largement, bon, on l'a vu pour typiquement, je pense que tout le monde a reconnu dans les trois fonctions de Bühler, trois des fonctions de Jacobson qu'il a gentiment recyclées. Il le cite, hein, d'ailleurs, je ne veux pas du tout dire que c'est malhonnête de sa part. Les fonctions qu'il rajoute, bon, ça mériterait une analyse. La fonction métalinguistique, la fonction poétique, qui sont quand même les plus rappelées aujourd'hui en termes à mon avis, hein, en termes d'originalité de Jacobson. La fonction métalinguistique, c'est, comment dire,
là aussi, tu parlais de tarte à la crème, Anne, je ne sais pas comment, métalinguistique, s'il y a bien un mot tarte à la crème, celui-là aussi, ça serait intéressant de voir qui l'emploie et pour désigner quoi et comment, etc. Alors pourquoi moi je l'ai traité rapidement? D'abord parce qu'il est hors de la période chronologique, ça c'est vraiment la première explication, sinon on aurait pu développer. La deuxième, c'est que on est linguiste, c'est commode avec nos étudiants. Je ne connais pas un collègue linguiste qui me dirait que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et là, je ne sais pas si je vais être un peu provocateur, mais pourquoi pas. Pour moi, ceux qui utilisent ce schéma, c'est des non-linguistes qui veulent parler de la langue, massivement. Et en tant que linguiste, nous, on est beaucoup, beaucoup plus réticents de ce type d'emploi, d'autant qu'on sait très bien comment ça se termine, par Jacobson lui-même, disant bien sûr les fonctions sont intriquées les unes avec les autres, etc. Et là, je pense que c'est le Jacobson, continuons dans la provocation, VRP, voyageur représentant placier, qui a été un très, très bon vendeur de la linguistique, qui a vraiment su nous vendre à toutes les sauces, aux généticiens, aux informaticiens. Enfin, il était capable de tout. Et là, il a parfaitement réussi son coup vis-à-vis de la communication. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour repérer quel est le texte linguistique, ou les références à un texte linguistique les plus citées, mais je crois que je ne me tromperais pas de beaucoup si je disais qu'à l'échelle internationale, c'est probablement celui-ci. Or ici, on voit bien qu'on est dans je suis sur ma dernière diapo toujours, on voit bien qu'on n'est pas dans les fonctions dans le langage, c'est-à-dire celles en réalité qui nous intéressent, mais dans les fonctions du langage. Or, les fonctions du langage, oui, on est d'accord, ça sert à communiquer, ça sert à se représenter le monde, ça sert à exprimer ses sentiments. Oui. Est-ce qu'en tant que linguiste, on a beaucoup plus à en dire que ça? Parce que vraiment, on a... Enfin, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que pour moi, en tant que linguiste, notre cœur de domaine, c'est quand même la structure de la langue. Et la structure de la langue, je ne veux pas dire qu'elle peut se passer des fonctions du langage, ce n'est pas à cet endroit-là que ça se passe, mais qu'en tout cas, on peut raisonner sur les structures de la langue sans être obligé de faire intervenir immédiatement une quelconque fonction du langage. Je ne sais pas si c'est une réponse Non, suffisante. non, c'est très, tout à fait, c'est extrêmement intéressant. Puis bon, on pourra en débattre et en discuter. Ça n'est pas l'objet de ce séminaire. Mais je te remercie beaucoup. Tu as parfaitement répondu. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors moi, je voulais te poser une question assez naïve. Est-ce que tu penses que Benveniste, Martinet, enfin, tu vois, quelque part, connaissaient les thèses biologistes, Auguste Comte, qui utilisent énormément la notion de fonction? Est-ce qu'ils ont pu s'inspirer de ça? Alors qu'ils le connaissent, ça me paraît évident, ce sont des gens instruits, ça c'est, il suffit de voir la quantité des références qu'on voit apparaître et transparaître. Est-ce qu'ils l'ont utilisé dans le sens où tu en parles? Pour moi, ils sont quand même sur une autre planète. Enfin, on parlait tout à l'heure de ces tout petits milieux. Bon, comme tu le rappelais dans l'introduction que tu n'as pas enregistrée, j'ai travaillé sur l'histoire de la linguistique, mais dans une dimension bien sûr scientifique, mais aussi sociale. Et euh, les, comment dire, est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, je vais prendre quelqu'un qui fait de la sociolinguistique, par exemple, il a obligatoirement lu du Durkheim. Enfin, ou alors sinon, c'est que c'est un drôle de sociolinguiste. Enfin, je parle en France. Ou sinon, c'est un drôle de sociolinguiste. Mais est-ce que pour autant, il va rentrer dans les concepts de Durkheim, et s'il emploie les mêmes termes, parce qu'au fond, on a une terminologie qui est en même temps très vaste, mais aussi assez spécialisée, assez fermée. Est-ce que s'il emploie tel ou tel terme, je pourrais dire que tel linguiste s'est inspiré de Durkheim? Enfin, c'est une analogie, hein, simplement, pour dire que pour moi, toutes ces personnes-là
connaissent obligatoirement Auguste Comte, c'est une figure suffisamment importante de la fin du 19e, début 20e, mais est-ce que pour autant ils vont reprendre leur concept dans l'acception qu'en donnerait Auguste Comte? Moi, je les sens trop éloignés de cette dimension-là. Et je dirais presque pour des raisons plus sociales que scientifiques, parce que ce n'est pas des références obligées, parce que ce n'est pas des personnes dont on a besoin d'aller récupérer les théories pour fonder une démonstration, parce que ce sont des gens qui ne sont plus à la mode à ce moment-là, en tout cas pour Auguste Comte. Pour moi, il y a une sorte de rupture, de disjonction de champs. Et pas, même si le concept peut garder une partie de ses emplois. L'exemple est assez... Moi, je suis assez frappé quand je lis Ogden et Richards de leurs références à ce qui est la pensée française. D'abord parce que je pense qu'ils la connaissent très mal. Si ce n'est pas traduit, à mon avis, ils y ont peu accès. Enfin, c'est un peu anecdotique ce que je vais vous dire là, mais ça m'a quand même frappé. Ils mettent en début de chaque chapitre des citations dans la langue d'origine, donc en français, en anglais, en allemand essentiellement, des auteurs. Et ils citent le vers de Victor le vers, c'est car le mot c'est le verbe et le verbe c'est Dieu. Vers de Victor Hugo assez connu. Et leur citation est fausse. Donc, même pour aller retrouver un vers de Victor Hugo, et puis alors pour un francophone, ça se voit tout de suite, parce que comme le vers est un alexandrin et que chez eux, il fait 11 syllabes, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est pour dire que quelle est la connaissance qu'ils pouvaient avoir, sachant qu'ils ne sont même pas capables, enfin, ils sont même pas capables, je ne veux pas le dire sur ce ton pseudo-méprisant, mais même sur quelque chose de simple, où on veut mettre une citation en tête de chapitre, c'est-à-dire un endroit où on va la repérer et la voir, ils n'ont même pas pu accéder à la bonne citation de Victor Hugo. Enfin, et je dis bien, c'est un vers connu de Victor Hugo, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher au fin fond d'un recueil ignoré. Donc, pour moi, il y a aussi un problème de langue qui se pose, et notamment chez Ogden et Richards, tout comme il se pose à l'envers pour Trubetskoy, qui ne connaissait pas du tout l'anglais, et le résultat, c'est qu'il a très peu de références en anglais, et très souvent, on le voit bien, de deuxième main, il ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. Donc, on a encore ce problème de la division linguistique qui va rentrer en jeu. Ce qui fait que si on rajoute d'un côté la coupure entre les langues, et de l'autre côté la coupure entre les traditions à l'intérieur de chaque langue, ça me paraît compliqué. Oui, je comprends. D'ailleurs, ce qui n'a pas aidé Buller, c'est le fait qu'il n'ait pas été traduit. Oui. Que le texte soit resté en allemand. Oui. Non, l'intuition que j'avais, que j'essayais de questionner, c'est quand tu lis dans des disciplines annexes et que tu te dis, mais ce concept-là est particulièrement opérant, est-ce que je ne pourrais pas en faire quelque chose dans ma propre discipline? Tu vois, c'est un mouvement intellectuel assez évident, quoi, de se dire, tiens, en biologie, la notion de fonction, elle a un grand rendement. Qu'est-ce que ça pourrait donner Alors, à ce là où, langage? Et du coup, je pensais à Jacobson, tu vois. là où je ne me suis pas mis, comme diraient les autres, là, dans ma zone de confort, c'est que si j'avais fait Martine et Benveniste, là, j'ai à peu près toutes les données pour des raisons évidentes. Là, comme vous l'avez vu, c'est un auteur russe, deux auteurs anglais et un auteur allemand, donc je n'ai pas la même intuition, facilité à rentrer. En plus, je ne parle pas russe, formal allemand, donc ce n'est pas très comme ça que je pourrais aller plus loin. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'au moment où Saussure écrit, je suis parti de là, la linguistique, c'est la grammaire comparée. Et que la grammaire, c'est aussi quelque part un éloignement par rapport à la philosophie, par rapport à la psychologie, par rapport à tous ces éléments-là. Ils se connaissent. Hermann Paul est aussi psychologue, donc il n'y a pas, et Wundt, je vous l'ai dit, qui est psychologue, a une œuvre assez importante du côté du langage, mais pas en linguistique. Mais je pense que le comparatisme a aussi pas mal coupé les ponts avec tout
tout ce dont tu parles, c'est-à-dire cette espèce de culture générale que l'on pouvait avoir jusqu'à la fin du 19e en tout cas, où on était à la fois philosophe, psychologue, sociologue, etc. Et on voit comment les comparatistes, qui ont quand même une approche très technique des langues, très très technique, vont quelque part perdre cette fluidité des échanges. Oui, oui, je comprends très bien. Et comment tu pourrais, pourquoi, à ton avis, la plupart des analyses là, qui ont été proposées se cantonnent aux mots? Parce qu'on a vu que Buller, il en sort de temps en temps. Pourquoi c'est le mot qui est central? D'abord parce que, à mon avis, dans toute la tradition, non pas de la linguistique, mais des réflexions sur le langage, le mot a toujours été quand même la partie centrale. Disons jusqu'au moins au XVIIIe siècle, c'est évident, toutes ces questions autour de l'étymologie, de la composition des dictionnaires, des catégories. L'article de Benveniste où il fait la critique d'Aristote est typiquement, lui encore, où il montre bien comment, en réalité, la catégorisation d'Aristote qu'il présente comme étant logique n'est jamais que le reflet des structures de la langue grecque, de l'organisation grammaticale du grec. Donc il y a cette fascination pour le mot. Un certain nombre d'entre nous sommes enseignants de linguistique. Quand on demande aux étudiants des exemples en linguistique, ils nous sortent plus facilement et spontanément et normalement. Ce n'est pas une critique des mots que des propositions ou des phrases. Dans les mots, plus facilement des noms. Dans les noms, plus facilement des noms communs. Et plus facilement dans les noms communs, des noms communs d'objets concrets. Et quand le professeur donne un exemple, il prend toujours la table et le bureau ou la chaise. Enfin bon, il fait pareil que ses étudiants. Il y a quelque chose de fascinant dans le mot, dont on sait par ailleurs, nous linguistes, que c'est une unité linguistique non fixe, non stable, en tout cas qu'on ne met pas au même plan que le phonème ou des éléments de ce type-là. Et le fait de se focaliser sur le mot, pour moi, c'est la propension quelque part normale. Et même lui va parler des niveaux de l'analyse linguistique, il reste un petit peu sur le même schéma, quoi. Le phonème, le morphème, le mot, etc. Il va travailler de cette façon-là. Pour moi, c'est un fait d'évidence. On va là où c'est le plus facile. Il y a une sorte, oui, de naturalité, d'évidence pour tout le monde du mot. Et réussir à dépasser cette unité est difficile. Et après, la deuxième étape de difficulté, j'ai un petit peu insisté en parlant du phonème, c'est que le mot, il a cet avantage d'avoir son autosuffisance. Voilà, je vais peut-être le dire comme ça, alors que toutes les autres unités, on est obligé d'aller en chercher d'autres pour les faire fonctionner. Un phonème tout seul, bon, c'est un phonème, quoi. Une syllabe, pareil, un morphème, par définition, s'il n'est pas au niveau du mot, il a besoin d'autres morphèmes, la syntaxe, etc. Alors qu'un mot, voilà, on peut le citer, il a sa propre cohérence, il a sa propre évidence. Je pense que c'est un obstacle, je crois que c'est un des grands obstacles épistémologiques de la linguistique que d'avoir affaire au mot en tant que concept. Parce que je te dis ça parce que, par exemple, pour tous ceux qui travaillent dans une approche formelle, il y aura fonction s'il y a phrase. C'est-à-dire que la fonction, ça sera le verbe et il te faut des arguments, justement, tu vois. Et donc, du coup, c'est des gens qui ne travailleront jamais au niveau du mot. Parce que tu ne peux pas avoir de fonction, du coup. Je peux encore poser une question? Oui, vas-y. Alors, je rebondis, mais c'est un peu après sur ce que tu viens de dire, Béatrice, sur le concept de phrase. Pour les gens qui travaillent à l'oral et qui travaillent sur les fonctions, ce n'est pas forcément un concept optimal. Je renvoie aux travaux de Claire-Blanche Benevinis et de son équipe, mais bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, les évidences ne sont pas si évidentes que ça. Et je repose la question, j'ai esprit d'escalier, excuse-moi Gabrielle, sur il ne faut pas confondre fonction dans le langage et fonction du langage. Fonction dans le langage, est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt fonction dans la langue, dans le système, dans la langue qui fait système, si j'ai bien compris ce que tu dis.
Et quel serait alors, selon Trubetskoy par exemple, bon, on parle de fonction, j'ai pas très bien, tu résumes dans ton cas des slides, pardon, fonction phonologique, sémantique, syntaxique. Donc pour la sémantique, ça serait quoi? Là, la fonction sémantique, attends, pardon, ce serait quoi? Est-ce que tu pourrais repréciser? Oui, oui, donc, fonction phonologique, par exemple, une fonction distinctive. Fonction sémantique, qu'est-ce qui serait le focus? Est-ce que c'est Alors, argument? C'est une question que je pose. Hein, parce que alors, ce n'est pas moi qui vais répondre, puisque, comme vous l'avez vu, Saussure, lui, raye la sémantique carrément. La fonction sémantique, ce serait, si on s'en tient par exemple à Buller, mais je pense que même on pourrait là trouver un point de compatibilité, en tout cas avec Hogden et Richards. La fonction sémantique, ce serait d'une part la façon dont le langage permet l'expression des états de fait, c'est-à-dire de la vérité. Est-ce que le roi de France est chauve? Allons-y. Et d'un autre côté, ce que Buller appelle de façon intelligente la deixis, ce que nous on appellerait en partie, ce n'est pas la même chose exactement, mais l'énonciation. Voilà ce que seraient pour moi les deux directions vers lesquelles on irait, soit la représentation des états de choses, soit l'inscription des personnes dans, comment dire, ce qui donne sens à une proposition, c'est, enfin, certaines propositions, c'est le fait de savoir qui les emploie, à quel moment, dans quelles circonstances. Donc tout ce qui est énonciatif au sens générique. Ok, ok. Je te remercie. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que comme on ne vous voit pas, effectivement, je ne sais pas pourquoi. On ne voit pas parce qu'il faudrait, pour se voir, il faudrait que Gabriel qu'on sorte du diaporama. Je peux arrêter. Hop. Si on peut en sortir, je pense qu'on verra. Voilà, parce que du coup, Alors, excusez-moi, il faut que j'évacue. Est-ce que c'est mieux? Alors, on est encore sur un affichage d'écran partagé, là. Tu arrêtes de partager ton écran, Gabriel? Ah, il faudrait que j'arrête le partage. Voilà. Ouais. Voilà, C'est bon. ah, c'est super. Et là, on voit. Et là, on se voit, oui. Oui, oui. Oui, Anne, je parlais de la notion de phrase parce que les logiciens, ils ne sont pas du tout dans la perspective de Claire Blanche Benveniste. Hein. Pour eux, une phrase, c'est toujours des phrases construites. Tu vois, donc il n'y a pas de problème à cet ordre-là. Sinon, ça serait nettement plus intéressant, les travaux de sémantique, si effectivement ils travaillaient sur des phrases issues de la langue parlée. Hein. Donc, il n'y a plus de questions. Moi, ce qui m'a amusé, Gabriel, mais ce n'est pas du tout une question, c'est pour Buller. Je me dis que finalement, et la fonction logique et la fonction syntaxique renvoient à la réalité de ce que tu nous as montré. Et que donc, on comprend le mouvement de Carnap de réunir les deux et de faire une syntaxe logique. Tu vois? Non, tout à fait. C'est, pour en revenir à la question de Anne, le mot a pour nous cette espèce d'évidence qui peut être référentielle. Et c'est vrai que ce pari de dire que la syntaxe aussi va être référentielle, ça, c'est quelque chose de très original et de très fort, et qui, on le voit bien d'ailleurs, n'a pas eu de postérité, par exemple, dans le générativisme. Où d'un seul coup, on revient à une idée de pure organisation, de pure structure, alors que je pense qu'il y en a encore des traces chez Ténière de cette relation syntaxe réelle. Puisque bon, c'est quand même un des premiers à avoir proposé des représentations en arbre, en stéma. Et lui a encore quelque chose de cet ordre-là. Et puis on voit petit à petit que la syntaxe devient de plus en plus formelle. Mais je pense aussi par la raison de la pression de l'informatique, qui était quand même ce que les linguistes n'avaient pas vu arriver dans les années 30-40, qu'on allait avoir du traitement automatique des langues qui allait quand même nous reposer d'autres questions qui étaient un petit peu inattendues.
Et peut-être tout à l'heure, je ne l'ai pas dit à Anne, parce que, qui avait commencé par là d'ailleurs, mais où je suis assez d'accord avec elle. Anne, tu me disais fonction du langage ou fonction de langue. En réalité, c'est les deux, c'est-à-dire fonction de langue, oui, bien sûr, tu as entièrement raison, mais fonction du langage aussi, où pour moi, à cet endroit-là, ce qui est en jeu, c'est la question de la typologie et des universaux. Et effectivement, je recyclerai à cet endroit-là l'idée de fonction du langage, au-delà de fonction de langue. En complément. Voilà, c'était pas. Mais tu as entièrement raison que j'aurais dû mettre fonction du langage et fonction des langues, les deux en parallèle. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. On te remercie beaucoup, Gabriel. C'est très clair, c'était très riche. On pourra réécouter la bande donc, sur la chaîne YouTube du laboratoire. Et oui, c'est bizarre de dire ça comme ça. Et donc, on se retrouve le 21 février pour la prochaine séance où j'ai invité un biologiste, justement, et on a été obligé d'intervertir avec Gabriel dans la chronologie. Et donc, on viendra un petit peu en arrière dans le temps. Voilà.